Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Alors que le sommet du G20 se déroule du côté de Bali, où nous avons évoqué notamment les positions de la Chine avec les États-Unis qui plaidaient, et notamment pour un apaisement de leurs relations, mais surtout beaucoup plus pour la position qu'a adoptée la France en demandant bien entendu du soutien de Pékin pour que Vladimir Poutine revienne sur la table des négociations afin que le conflit russo-ukrainien ne prenne plus un autre point, une autre envergure, d'autres enlisements pour ne pas franchir cette guerre nucléaire, sinon la troisième guerre mondiale que l'on craint. Le président de l'Union africaine, Macky Sall, pour le compte donc de l'Afrique, bien que cela puisse paraître bizarre, est positionné donc cette fois-ci à la 8e puissance mondiale pour un continent, invité donc par l'Indonésie à prendre part à ce rendez-vous. Macky Sall plaide donc pour un siège permanent de l'Afrique en ce qui concerne donc le sommet du G20, mais également aussi le Conseil de sécurité des Nations Unies. Où devrait-on directement aller? Que peut-on comprendre derrière cette plaidoirie, ou bien ce plaidoyer du président de l'Union africaine? Est-ce que ceci pourrait permettre en sorte que l'Afrique ait une place de choix au concert des nations? Autant de questions que nous allons tenter de répondre au cours de cette autre édition de votre avis compte du 17 novembre 2022. Télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. À ce rendez-vous, nous avons également l'honneur d'être en compagnie du directeur de publication Claude-Pierre Claver, qui est journaliste panafricaniste, directeur de publication aux Nouveau Magazine, Africa First France News, et puis président de l'AP2A, APH, Convention de société civile russo-camerounaise, et des pays. Bonjour. Bonjour Florent, bonjour aux téléspectateurs et télévisiteurs de For You TV. C'est toujours avec le même plaisir que je me retrouve dans le cadre de ce programme. Et puis, nous pourrons voir au cours de cette émission, puisque annoncé à moins peut-être que quelques problèmes de connexion nous fassent défaut, de leader d'opinion du côté du Burkina Faso. D'abord, Carmel Nana, qui est en ligne avec nous depuis Ouagadougou. Il est journaliste indépendant. Monsieur, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Merci de prendre part à ce rendez-vous. Derrière vous, pour revenir dans les prochaines heures, bien sûr, avec nous, Ismaël Taoko, alias Catalyseur, qui se fait donc aussi appeler ainsi. Il est écrivain, conférencier, coach, et par la même occasion également, il est président. On aura le temps tout à l'heure de donner le nom de son association du monde jeune du côté du Burkina Faso. Monsieur, si vous êtes également en ligne avec nous, bonjour et bienvenue. Pas encore pour le moment. On va directement donc rentrer de plein pied dans cette session de votre avis compte. Mais avant, je voudrais avoir le concours de la réalisation que nous prenions donc ce reportage réalisé par le rédacteur en chef de For You Media Africain Guinée afin d'avoir le pouls sur notamment le sujet qui nous interpelle ce jour. 8e puissance économique mondiale par son produit intérieur brut, possédant plus de 60% des terres arabes, avec une population estimée à près de 2,5 milliards d'ici 2050, l'Afrique reste, selon Macky Sall, un partenaire incontournable sur la scène internationale. Il n'est donc pas inadéquat de nourrir une juste ambition, celle d'intégrer comme membre permanent le forum du G20. Le plaidoyer porté par le président Macky Sall, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, doit interpeller les dirigeants de cette structure, regroupant les 19 pays les plus industrialisés du monde et l'Union européenne.
S'exprimant à la première session du sommet portant sur la sécurité alimentaire et l'énergie, en sa qualité d'invité, le président de l'Union africaine a également plaidé pour doter l'Afrique des moyens qui lui permettront de résoudre les problèmes d'insécurité et d'énergie. S'agissant particulièrement du secteur énergétique, Macky Sall a martelé que renoncer à l'exploitation des ressources naturelles alors que l'électricité reste un bien de luxe, aussi bien pour les populations que pour les entreprises en raison de son coût élevé, est restreindre le potentiel industriel du continent. L'Afrique reste ouverte au choix d'une économie décarbonée, mais cela passe par le transfert de technologies et l'investissement dans le renouvellement, a également souligné. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Depuis Kodo, lors du récent rendez-vous des Nations Unies, qui s'est donc tenu, la 12e édition, du côté de New York, Macky Sall, quand il prenait la parole en tant que président de l'Union africaine, soulignait dans son discours que l'Afrique ne voulait pas être un foyer de tension d'une nouvelle guerre et que l'Afrique cherchait à avoir un partenariat gagnant-gagnant au moment où aujourd'hui, invité donc à prendre part au sommet du G20, il plaide pour un siège permanent à l'Afrique. Doit-on comprendre que Macky Sall est toujours dans une sorte de lancée ou bien cette fois-ci il y a un positionnement qui pourrait être compris différemment de sa position lors de la tribune des Nations Unies? Oui, Florent, c'est une actualité très intéressante, mais je crois quand même qu'il faut mettre un bémol dans la perception de cette sortie de Macky Sall. Vous savez, l'Union africaine reste jusque-là, a besoin d'énormes réformes pour pouvoir jouer son rôle de catalyseur de la liberté, de la souveraineté de l'Afrique. Or, ce n'est pas encore le cas. Il y a des pays de l'ère linguistique francophone qui en fait dictent un peu leurs lois au reste des pays lusophones, hispaniques et autres. Et j'ai comme le sentiment que Macky Sall émet là un vœu pieux, mais qui en fait risque de ne pas être productif dans la mesure où il faut passer impérativement par une réforme profonde de l'Union africaine pour pouvoir tout au moins parler d'une seule voix. Or, pour jusque-là, on a une Union africaine qui est plutôt à la solde de certaines puissances impérialistes comme la France et qui, dans ces conditions, sera manipulée justement par ces puissances-là pour leur prêter leur voix si jamais l'Afrique devait parler d'une seule voix, bien entendu. Donc je pense que Macky Sall il va un peu vite en besoin. Pendant son magistère à la tête de l'Union africaine, je crois qu'il aurait beaucoup plus gagné en pesant de tout son poids pour une réforme profonde de cette institution. On sait que les textes ne sont même pas adaptés aux contraintes ou alors aux préoccupations en matière de souveraineté, de sécurité de l'Afrique. Il fallait donc il aurait donc fallu, à mon avis, qu'il mette davantage l'accent sur les réformes de l'Union africaine pour rendre celles-ci beaucoup plus indépendantes. Parce que vous n'allez pas mélanger des pays qui n'ont pas les mêmes convictions idéologiques et penser à ces gens que vous allez pouvoir parler à leur nom, alors que ces pays ne croient même pas à partager un destin commun. C'est ça le problème de l'Afrique. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas comme les États-Unis qui sont une nation, un État. L'Afrique, c'est un ensemble d'États qui, des fois, ont même des visions antagonistes. Vous n'allez pas demander à un pays comme le Botswana, là maintenant, de se faire représenter, qui est devenu un État suffisamment prospère, compte tenu de son mode de gouvernance. Vous n'allez pas lui demander de se faire représenter sur le plan international par un pays comme le Tchad. Ce n'est pas possible, vous comprenez. Donc, il y a tout un ensemble de réformes qu'il faut d'abord mener au sein même de l'Union africaine avant de prétendre éventuellement lui faire obtenir une place dans les différentes organisations du monde, parce qu'on sait, l'Union africaine n'est pas libre. Carmel Nana, je viens à vous. Pensez-vous, tout comme
le directeur de publication ici présent avec nous, que Macky Sall sera allé en besogne, dans la mesure où, bien entendu, parlant pour le compte du continent africain, l'Union africaine est considérée avec ses 30 États, n'est pas arrivée clairement avec ces différents pays à s'entendre, notamment sur la façon dont le regard est posé sur vis-à-vis notamment des partenariats même avec les puissances étrangères, du moins celles de la partie nord. Il y en a qui ont des choix qui peuvent parfois paraître diversifiés. Quel est votre regard là-dessus? Cette question ne pourra pas être répondue par Kamel Nana qui justement s'est déconnecté. Le temps, peut-être quelques problèmes de réseau nous fait-il savoir qu'il y a des problèmes techniques. Le temps pour vous de nous relancer depuis à travers justement cette question. Macky Sall donc qui s'en va, vous venez de l'évoquer tout à l'heure. Pendant qu'il y va parler, est-ce que dans la mesure de sa position en tant que président de l'Union africaine, quand il est invité à un rendez-vous comme celui-là du G20, est-ce qu'on peut avoir le sentiment qu'il travaille de concert? Il devrait forcément avoir un bureau, même si le président en exercice, avec d'autres leaders africains, ou tout simplement c'est une position qui est la sienne vis-à-vis peut-être de la vision qu'il a pour l'Afrique, ou comme c'est lui qui est au magistère, c'est lui qui devrait rendre compte, il peut donc prendre sur ses épaules de pouvoir foncer soit parfois droit au mur, ou bien de prendre une décision qui pourrait avoir un impact, vous venez également de le rappeler tout à l'heure, qui ne pourrait peut-être pas satisfaire les pays africains de manière générale, tant ils ne sont pas sur la même ligne. Effectivement, je crois que ces sorties n'ont rien à voir avec des concertations préalables. Pour parler dans le nom de toute l'Afrique, je crois qu'il aurait été beaucoup plus élégant qu'il y ait certaines concertations au sommet, peut-être sous forme diplomatique ou en visioconférence, parce que c'est un engagement, c'est une position qui engage toute l'Afrique. Et le poste de président de la Commission de l'Union africaine ne vous accorde pas la latitude d'engager juridiquement l'Afrique dans une démarche donnée. Ça, je crois que c'est un peu ce qui est prévu. Donc, Macky Sall parle là comme étant Macky Sall et non comme étant mandaté par les autres chefs d'État de parler au nom de l'Afrique. Et c'est donc l'une des réformes qu'il faut mener au sein de cette institution pour que celui qui est là se sente responsable pendant son magistère des décisions qu'il prend et surtout que ces décisions aient eu au préalable l'assentiment de ses pairs. Je ne pense pas qu'avant ce sommet, on a entendu parler à travers les médias d'une quelconque concertation au niveau des ministres concernant suite à l'invitation qui lui a été adressée par l'Indonésie. Or, s'il parle par rapport à sa vision personnelle, elle n'est pas forcément celle d'autres chefs d'État et ça crée un problème et ça pose un problème. Ça suffit donc, c'est pour ça que je continue à insister que l'Union africaine a d'urgence et prioritairement besoin des réformes et des réformes profondes. Sinon, vous n'allez pas demander au président Sao Tomé de se reconnaître la position de Macky Sall, par exemple, ou bien au président de l'Angola. Vous voyez? Donc, ici, du moment où il n'y a pas des instruments qui permettent à celui qui occupe le poste que le Macky Sall occupe actuellement de pouvoir de pouvoir se concerter, ou alors de prendre des positions qui sont avec l'assentiment de ses pairs, il faut qu'on continue à vivre un peu une espèce de show. Il fera du show ci et là dans le monde, dans le cadre de pareilles conférences, mais dans le fond, ça ne nous apporte pas grand-chose. Vous parlez tout à l'heure quand même de manière concertée. Au niveau du siège de l'Union africaine, il y a quand même deux aspects qui peuvent être soulignés. On a la présidence en exercice de l'Union africaine, celle-là bien entendu qui est gérée par un président, par un chef d'État, disons-le, un chef d'État régulièrement élu. Et puis on a d'un côté la Commission de l'Union africaine, l'organe en fait qui est là, l'organe technique de la gestion de l'Union africaine même, et encore des problèmes qui minent notamment le continent. Est-ce que entre ces deux entités, il ne peut pas avoir des positions qui sont concertées pour arriver notamment à pouvoir donner par exemple la position de l'Afrique? Parce que quand on est quand même président, qu'elle soit une association de quartier, je ne sais pas, de grande envergure,
on parle quand même pour le compte de cette association, quitte à ce que les membres vous disent on se reconnaît pendant ce que vous êtes en train de le dire. Et lors de la visite que Macky Sall avait effectuée en Russie, rencontré Vladimir Poutine, souvenez-vous, il y avait d'un côté Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine. On avait le sentiment qu'il y avait une position concertée. Est-ce que ce même cas ne pouvait être peut-être pas pris en compte pour un rendez-vous comme celui de Bali en Indonésie? Oui, je dis, l'idéal, ce serait que ce soit le cas. Et l'idéal serait que ce soit le cas, et je mets des réserves, parce que pour engager l'Afrique, qui n'est pas une nation, qui est un continent avec des États qui ont, disons, des intérêts divergents, il y a même des États qui sont voisins, mais où règnent des conflits entre ceux-ci. Je pense que il aurait fallu redéfinir le cadre pour que, lorsque Macky Sall prend la parole au sommet du G20, qu'il puisse prendre cette parole au nom de l'Afrique et avec l'assentiment de ses pairs, de chefs d'État africains. Le président de la commission, Moussa Faki, c'est un fonctionnaire qui est à la tête, ce n'est pas un homme politique au même titre qu'un chef d'État. Donc il n'a pas la même légitimité qu'un chef d'État. Mais pour des questions aussi importantes que la présence de l'Afrique au G20, ou alors la quête d'une place, d'un statut de membre, il faudrait quand même que cela passe par d'autres mécanismes, pas des mécanismes sérieux et légaux, pour que l'Afrique se reconnaisse à travers son éventuelle adhésion à ces organisations. Sinon, ce sera un instrument de plus de manipulation du nom de l'Afrique en faveur des intérêts de certains pays comme la France, de certaines puissances occidentales. Vous vous rappelez que si jamais l'Afrique avait, lors du vote des sanctions contre la Russie, si on aurait demandé à Macky Sall de voter au nom de l'Afrique, il aurait bien voté pour les sanctions, et d'ailleurs il a voté pour les sanctions, vous comprenez. Donc c'est un sujet extrêmement délicat, un sujet de représentativité qui est suffisamment délicat, et sur lequel, et qui peut provoquer des divisions même au sein de l'Afrique, au sein du continent, si jamais les choses ne sont pas suffisamment bien implémenté au départ. Je pense que c'est pour ça que je dis que jusqu'à présent que pour ma foi, c'est ce que Macky Sall fait la relève encore du folklore, parce que il n'a pas un mandat officiel de ses pairs pour pouvoir parler, quoi qu'il soit président de l'Union africaine, pour pouvoir parler, engager l'Afrique, engager l'avenir de l'Afrique, le sort de l'Afrique, dans le cadre au sein d'une institution comme le G20. Et puis, on fait bien de rappeler que l'Afrique détient 60% des terres arables, et cela, et l'Afrique est sous-développée. Voilà les vraies questions. Vous pensez que qui fait en sorte que ce sont ces puissances-là justement qui pillent l'Afrique pour qu'elle reste sous-développée? Qu'est-ce qu'on ira dans sincèrement, qu'est-ce que l'Afrique ira même faire avec ces gens-là sur la même table? L'Afrique n'a pas de place au sein du G20. L'Afrique devrait trouver un autre moyen où elle se sentira plus, parce que ce sont ceux qui nous pillent, qui maintenant que Macky Sall est en train d'approcher actuellement pour qu'on fasse partie, on fasse un Miami, on va faire un Miami alors que nous ne partageons pas les mêmes idéaux. C'est inconciliable. Et on nous signale que le deuxième invité sur Zoom, mis à part Kamel Nana, il s'agit donc d'Ismaël Taoko, alias Catalyseur, conférencier, écrivain, coach de prise, expert de prise en parole en public, mais surtout président du club des jeunes citoyens, leader burkinabé, CJCLB, est en ligne avec nous. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, merci justement de prendre rendez-vous avec nous ce matin. Dans le cas notamment de la position africaine avec le président Macky Sall qui plaide pour un siège permanent à l'Afrique. Au regard de ce que la géopolitique mondiale présente aujourd'hui, quel est le regard que vous portez? Bonjour à vous, merci de me recevoir. Bonjour à ceux qui sont en train de... Bonjour à M. Nana. Et je suis très heureux de faire cette émission ce matin avec vous. Il faut dire que effectivement, que l'Afrique ait une place
en tant que membre du G20. Moi, avant de venir à une contextualisation actuelle, je pense que ça n'a que trop duré. Hein. C'est une chance que de demander à siéger là-bas. La connexion qui fait de vilains défauts, peut-être devriez-vous relancer, mon cher Ismaël Taoko, avant toutefois que nous reprenions, et puis pour la prochaine fois, mettant votre appareil en mode paysage, afin justement que les canaux, la charte graphique justement télévisuelle soient prises. On espère que ça pourra y aller lorsque les réseaux, sinon la connexion, décident de faire mouche. Ça pose énormément de problèmes. Mais on va continuer notre échange avec vous, DP. Vous avez souligné tout à l'heure la position justement de l'Afrique, 60% de terre arabe. Il est quand même inadmissible de pouvoir comprendre et considérer que tout un continent, d'ailleurs l'Afrique avec plus de 30 milliards de kilomètres carrés, 3 fois plus grande que les États-Unis, 3 fois plus grande que l'Europe, 3 fois plus grande que la Chine, 60% de terres arables, 40% justement de l'espace or dans le monde. Du moins, l'Afrique est toujours au-dessus, tout un continent réuni en un seul pays pour plaider pour un siège permanent de ce continent, alors qu'il y a dans ce continent-là des États qui sont plus riches que les autres États du Nord qui sont dans une position impérialiste, et ce continent-là se voit en train de plaider, de jouer une position, on dit au Cameroun avec un terme qui peut paraître d'un jargon en anglais, à bec pour demander pardon. C'est quand même un peu incompréhensible. C'est incompréhensible, c'est ce que je condamne d'ailleurs, parce que l'Afrique devrait apprendre, je l'ai toujours répété dans le cadre de nos programmes ici, l'Afrique devrait changer de paradigme en matière de coopération internationale, qu'on arrête de jouer, qu'on apprenne à continuer face à face, nos vis-à-vis, comme étant, je le répète tous les jours, j'espère que nos téléspectateurs vont retenir ce que j'ai dit à l'habitude de répéter. C'est une réalité, c'est pratique. L'Afrique doit arrêter de prendre ses vis-à-vis comme étant doit apprendre à voir ces vis-à-vis comme étant des opportunités ou des menaces. Lorsque 60 ans après les indépendances, lorsqu'on fait un bilan, on dresse un bilan de notre relation avec la France, on réalise que c'est une relation qui ne nous a strictement pas profité. Mais pourquoi vous voulez qu'on continue à faire justement ce avec vis-à-vis de la France? C'est pour nous maintenir dans l'esclavage. C'est pour nous maintenir tout simplement dans la misère. Il faudrait qu'on se tourne désormais vers des puissances intermédiaires ou des grandes puissances qui se présentent à nous comme étant plutôt des opportunités de libération, de construire notre souveraineté et autres. Donc, quand vous parlez d'une Afrique qui a 50 fois la superficie de la France, mais la France lui dicte la loi. Pourquoi? Parce que la France manipule tellement bien les esprits de l'élite africaine au point où celles-ci ont même du mal à s'affranchir de la tutelle française. Un monsieur comme Macky Sall fait partie de cette catégorie de l'élite africaine qui ne peuvent pas vivre qui ne peut pas mener une quelconque vie hors de l'influence française. Donc, j'ai même peur qu'il ait été instrumentalisé justement par la France, parce que la France fait des projections à long terme, qu'il ait été manipulé par la France pour justement aller faire ce numéro de vaudou qu'il est en train de faire du côté de l'Indonésie. Parce qu'il est inadmissible que vous êtes riche, mais vous continuez à accepter d'être considérés comme des pauvres. Pendant ce temps, on vient piller vos richesses, et on vous reverse des comptes partis. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Je pense qu'il faut une véritable prise de conscience des masses critiques pour qu'on sorte un peu de cet état de choses. Et Macky Sall, par contre, il vient plier le G20. Mais non, mais c'est vendre l'Afrique. Non, mais c'est une manière très subtile de vendre notre continent. Or, l'Afrique, ce n'est pas Macky Sall. L'Afrique, ce n'est pas un chef d'État. L'Afrique, c'est plusieurs États, c'est plusieurs cultures. Et puis en Afrique aujourd'hui, on a des pays qui sont assez puissants. Donc au lieu d'aller négocier une place, il aurait dû négocier, chaque pays devrait même prendre sur lui de négocier sa place. Ou alors l'Union africaine peut mettre en place des critères
et faire une sortie officielle pour dire, ben, ok, au niveau du Conseil de sécurité, voici les atouts de l'Afrique, voici ce que nous attendons désormais en termes de représentativité au sein du Conseil de sécurité. Voilà la même chose avec l'Union africaine. On peut faire la même chose avec, pas l'Union africaine, avec le G20. Qu'est-ce qui vous dit qu'on doit seulement appeler ça G20? Qu'on appelle même ça G50? Du moment où les membres sont sélectionnés sur la base des critères pertinents. Et l'Afrique, il y a des pays en Afrique qui ont quand même un énorme potentiel et qui peuvent valablement représenter. Et il faut tenir même compte de la diversité culturelle africaine. Cette Afrique-là va s'exprimer en quelle langue au sein du G20? On a des pays francophones, on a des pays lusophones, on a des pays, je crois, anglophones. On a tous ces pays-là, on a au moins 4 courants. On a même des pays arabes. Alors, il faudrait adopter les 5 langues, mais non. Ou alors, on adopte un représentant africain par aire géographique, c'est tout. Au lieu de continuer à faire du show ou à donner l'impression que nous allons toujours supplier l'Occident pour mériter une place sous le soleil. L'Afrique n'a plus besoin de supplier l'Occident pour mériter une place sous le soleil. L'Afrique a besoin mérite sa place dans le Conseil des Nations comme une entité qui est suffisamment représentative, une entité qui contribue même à la marche du monde. Et il n'est pas question d'aller supplier qui que ce soit pour que l'Afrique ait une place, une seule maigre place. Ce sera que l'Afrique. On a l'Afrique francophone, on a l'Afrique anglophone, on a l'Afrique lusophone, on a l'Afrique arabophone, on a même l'Afrique hispanique, oui. Les pays comme la Guinée équatoriale ne vont jamais se reconnaître à travers les pays francophones. Il faut donc revoir les choses. Et ça, justement, le déclic doit partir, comme il est président de l'Union africaine, voilà des choses qu'il aurait dû mettre sur la table et puis repenser dans le compte. C'est pour ça que je essaie de parler des réformes même de l'Union africaine. L'Union africaine a besoin non seulement d'un toilettage, mais de réformes profondes pour que les autres pays se reconnaissent à travers les réformes qui seront éventuellement entreprises au sein de cette organisation. Le temps également avant de relancer pour que la réalisation puisse afficher les contacts notamment au bas de l'écran et qui pourraient certainement susciter des réactions de la part de certains téléspectateurs. C'est vrai que depuis quelques temps nous ne le faisons pas, eu égard souvent la qualité des échanges qui vont souvent un peu vite, mais nous donnons la possibilité à certains de pouvoir réagir au téléphone lorsque les contacts vont s'afficher tout à l'heure. Nous avons le plaisir de pouvoir le rendre. On tente encore la liaison avec Ouagadougou. Ismaël Tanko, de nouveau connecté. Est-ce que vous êtes avec nous? Je suis bien là. On espère que cette fois-ci, certainement, c'est la meilleure. On vous donne la possibilité de vous exprimer lors de votre récente apparition. Ok. Je disais que, de mon point de vue, vouloir être à ce G20, du moment où il y a des décisions qui y sont prises, qui concernent l'Afrique, qui s'appliquent à l'Afrique et qui concernent une majorité des Africains, du moment où c'est un regroupement, c'est considéré comme le plus grand regroupement économique mondial. Quand on prend le G20, ils ont plus de 75% du commerce mondial et ils ont plus de 60% de la population mondiale. Il y a beaucoup de pour que c'est un cadre, c'est l'un des cadres Malheureusement, vraiment, on a du mal, alors que vous semblez dérouler quelque chose d'assez intéressant, mais nous ne pourrons pas vous laisser vous déchirer comme ça l'antenne, puisque la liaison avec la connexion n'est pas du tout bonne. Toutes nos excuses là-dessus également auprès de nos téléspectateurs et téléauditeurs, mais du moins, le standard est ouvert. Vous pouvez donc désormais, dans la mesure donc, où vous le souhaitez réagir, comme bien sûr le nom du programme l'indique, votre avis compte, pour donner donc votre avis sur la thématique
diplomatique que nous menons, Afrique sommet du G20, Macky Sall plaide pour un siège permanent à l'Afrique au plus 237 693 589 668 ou encore Skype for You TV. Et vous pouvez également nous joindre à partir de Skype, cette fois-ci avec le plus 64 9 889 05 26, le plus 237 693 549 668 est notre numéro WhatsApp, vous pouvez nous avoir. Et avec Skype, sera à travers deux contacts. D'abord, tout simplement en tapant For You TV sur votre barre d'adresse, et même vous pouvez composer le plus 64 9 889 05 26. Il y a un point que vous avez évoqué tout à l'heure, a dit clairement, quand vous avez eu à le souligner, en parlant notamment de la division des aires géographiques, par exemple, de l'Afrique, et puis de la refondation profonde, restructuration de l'Union africaine. Concrètement, on doit être en train de comprendre que l'Afrique, en fait, soit elle est bernée à travers la position du président Macky Sall et la position parfois de certains chefs d'État africains, soit cette Afrique-là est en train d'aller directement vers le mur, et le fait qu'il puisse y aller n'est qu'une forme de représentation, rien d'autre qui puisse avoir un impact réel. Effectivement, c'est une représentation de circonstances, une représentation même à l'époque de circonstances, une représentation folklorique vers laquelle nous allons si jamais Macky Sall réussit à arracher cette fameuse place, parce que ce sera une place qui n'aura aucun contenu, une place, je ne sais pas si le Cameroun sera prêt à livrer son bois, en tenant compte du fait que la Libye aussi en a besoin. Vous comprenez, donc il y a c'est une démarche assez complexe, mais qui à terme ne peut pas servir les intérêts de l'Afrique. Et je vous ai dit qu'il faut toujours tenir compte de la diversité culturelle qui est celle de l'Afrique, parce que l'Afrique, ce n'est pas un peuple, l'Afrique, c'est des peuples, l'Afrique, ce n'est pas un État, l'Afrique, c'est des États, et l'Afrique, c'est des États qui n'ont pas forcément la même histoire coloniale. Et à ce titre-là, les projections ou alors les approches des dirigeants africains ne peuvent pas être les mêmes. Un dirigeant francophone réfléchit comme un francophone, un anglophone réfléchit comme un anglophone. Donc, il est, à mon avis, il n'est pas indiqué que dans le cadre d'un regroupement comme le G20, que l'Afrique soit représentée par une seule voix. L'Afrique devrait avoir autant de voix que les sphères d'influence qui sont présentes. C'est-à-dire qu'on devrait avoir des pays francophones qui sont représentés par, qui vont choisir leurs représentants, et ainsi de suite. C'est donc grâce en tenant compte de ces diversités que l'Afrique pourra mieux jouer. Parce que vous verrez que quand bien même il y aura des opportunités de prise de position, il est certain que tous ces pays-là ne pourront jamais partager les mêmes positions. J'en veux pour preuve. Lorsque Macky Sall vote contre l'intervention russe en Ukraine, il y a des pays qui n'ont pas voté. Il y a des pays africains qui ont voté pour. Il y a des pays africains qui ont voté contre, alors que Macky Sall qui ont voté pour. D'autres qui ont voté, ainsi de suite, vous comprenez. Donc, on ne peut pas mettre ces genres de personnes, on ne peut pas imposer à des gens qui ont autant de divergences une représentation unique. Il faut tenir compte justement de leurs divergences pour que ces représentations puissent servir à quelque chose et puis être plus efficaces. Et puis, une organisation comme le G20, c'est vrai, c'est une organisation économique, mais l'économie, l'essentiel même des ressources tirées qui alimentent le G20 viennent d'Afrique. L'Afrique n'a pas à négocier avec le G20. Peut-être pour vous relancer, DP, je voudrais clairement pas, c'est une question quand même qui paraît paradoxale. Comment comprendre que tout un continent soit représenté pour une seule place, alors qu'il y a des pays qui sont là entités personnées, seul à seul, qui occupent une place, et ne pas vouloir que ces pays n'intéressent qu'au moins deux. Vous avez eu à Panama, par exemple, l'Afrique du Sud qui sort, par exemple, du lot sur le plan du développement économique, qui appartient au BRICS aujourd'hui. Il y a le Nigeria qui est là, il y a même aujourd'hui cet Angola qui a tenté de ravir la place sur le plan, notamment avec la production du pétrole. Il y a d'autres pays, il y a par exemple l'Algérie également qui pourra en faire partie. Comment comprendre? Est-ce justement cette politique mondiale qui vise toujours à ternir et à piller automatiquement le visage africain?
C'est une politique qui vise justement à mettre les Africains sous contrôle et à leur imposer un certain diktat. Et malheureusement, lorsque tu essaies de faire une analyse en profondeur, tu te rends compte que là, Macky Sall est en train de faire tout faux parce qu'il joue justement le jeu de cette politique mondiale qui voudrait que l'Afrique soit considérée non pas comme une diversité, mais comme... c'est-à-dire, si c'est une seule voie... Une entité. Voilà, comme une entité. Pourtant, c'est une diversité. Il n'est donc pas normal qu'on essaye, qu'on encourage la démarche de Macky Sall, parce que cette démarche nous affaiblira davantage et surtout, il y a des pays, dans tous les cas, qui ne se reconnaîtront pas à travers cette représentativité. On ne peut pas avoir 60% des terres arables et aller négocier une place en termes de représentativité avec des gens, avec au moins 50 personnes qui se partagent les 40% restants. Et c'est insensé, Florent. Nous sommes d'accord là-dessus. Nous avons un potentiel énorme, nous avons des ressources, nous avons beaucoup de ressources, mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes pas seulement représentés sur le plan international. Justement, en parlant de cette affaire, vous avez évoqué tout à l'heure l'aspect énergie du bois, et on sait que le bois est source d'énergie. Oui. Et au cours justement de ce renouveau, Macky Sall a parlé notamment de la disproportion énergétique où l'Afrique fait face aujourd'hui. On essaie de regarder. Le Cameroun produit assez de bois, et ça devait forcément servir à quelque chose. On se rend compte qu'il y a plutôt le charbon qui est développé ailleurs. Il y a un autre aspect, le Niger, qui est l'un des grands producteurs de l'uranium. Le Niger ne parvient malheureusement pas à vivre de son uranium, alors que ce pays devrait être, du moins en Afrique, si on devait seulement s'arrêter à ce niveau-là, l'un des pays où, ne serait-ce que même les ruelles de quartiers devaient être éclairées. Mais qu'est-ce que nous propose le Niger aujourd'hui? C'est pratiquement une seule petite partie de Niamey qui soit éclairée, alors que des pays comme la France bénéficient de cet uranium. Là, il éclaire les autoroutes. On n'arrive pas à comprendre concrètement. Quand Macky Sall pose ce problème énergétique, on a présent la République centrafricaine qui devrait avoir la possibilité elle aussi, mais quand on regarde, il y a pratiquement quelque chose comme près de 42 km à 50 mètres de mégawatts qui éclaire notamment un pays comme celui-là, qui regorge la possibilité de pouvoir, avec ses ressources minières, transformer, avoir de l'énergie. C'est quand même quelque chose qui est aberrant. C'est pas seulement aberrant, c'est un véritable paradoxe. Et je pense, c'est pour ça que j'essaie de répéter depuis le début de ce programme que Macky Sall semble, à mon avis, faire plutôt le jeu de la prédation internationale en faisant une proposition aussi bâtarde, aussi incestueuse que celle qu'il essaie d'obtenir auprès du G20. Comme qu'il a été instrumentalisé par la France pour tenir ce type de discours, parce que c'est inadmissible pour quelqu'un qui pense à la souveraineté, à l'avenir et au bien-être des Africains de pouvoir adopter une pareille démarche. Vous avez tout à l'heure parlé d'un pays comme la République centrafricaine qui a un énorme potentiel hydroélectrique mais qui a à peine 50 mégawatts et qui ont posé tout récemment à Bangui. Or, le bois, c'est une source d'énergie. Le bois, les débits de bois sont une énorme source d'énergie. Vous parlez du cas du Niger, dont la France pille systématiquement l'uranium depuis avant même l'indépendance, sans la moindre contrepartie, au point où la France est devenue l'un des premiers fournisseurs mondiaux d'uranium pillé au Niger. Et c'est ça que Macky Sall voudrait que ce système se pérennise en lui donnant malheureusement l'onction même de l'Union africaine. Mais c'est incroyable, c'est de l'irresponsabilité. Je crois qu'il faut simplement que l'Afrique s'organise en zone d'influence. C'est-à-dire, si les francophones décident de rester dans les jupons de la France, c'est les francophones africains qui auraient accepté de rester dans les jupons de la France. Maintenant, si les pays comme l'Angola décident de s'affranchir de toute influence étrangère, et ce serait comme ça. Si l'Afrique du Sud dit, ben, ok, la partie british. La partie british, mettons-nous ensemble, nous on va se battre ensemble, et ainsi de suite. Mais parce que le discours de Macky Sall, que Macky Sall a tenu lors du G20, est un discours contre-productif pour l'Afrique, non seulement sur le plan économique, même sur le plan diplomatique et sur le plan politique.
parce que c'est une façon pour lui de maintenir l'Afrique dans des conditions qui sont les siennes depuis depuis bientôt un siècle. C'est-à-dire la pauvreté, la misère, une misère entretenue justement par le pillage sans contrepartie de nos ressources naturelles par l'Empire français. Parce que c'est un discours, il tient le discours simplement d'un chef, je sais pas, d'un vassal de l'Empire français. C'est inadmissible qu'aujourd'hui, un chef d'État africain puisse encore tenir ce type de discours. DP, je vais peut-être dire quelque chose aussi qui pourrait certainement peut-être choquer les uns et les autres, mais au moment où on a une Afrique pleine de conscience qui est en train de se réveiller aujourd'hui avec cette nouvelle ère que nous abordons, en prenant par exemple l'appui au niveau du Mali qui a fait ouvrir les yeux au reste du monde, des pays africains. La mayonnaise a été prise par le Burkina, la Guinée-Conakry, la République centrafricaine qui se détache complètement de son bourreau. Et si les peuples africains qui donnent mandat à leur chef d'État, au regard de tout ce que ceux-ci ne puissent pas leur représenter valablement et défendre clairement le continent, comme nous sommes en train de le faire sur les plateaux de For You Media Africa, est-ce qu'il n'y a pas lieu de boycotter cette Union africaine? Je crois qu'on devrait en arriver là. Elle ne sert à rien. Macky Sall, il aurait dû, si c'était un vrai Africain, quelqu'un qui croit en ce continent pendant son magistère, il aurait donc dû mettre en place une politique de réforme. Ce n'est pas l'entreprise qui intéresse les Africains actuellement, c'est des réformes internes. Vous savez, actuellement, l'Union africaine dépend en grande partie des financements étrangers. Or, l'Afrique est riche. Mais c'est un paradoxe. Imposer même une taxe sur le bois, ou je ne sais pas, sur le bois ou sur les minéraux, qui vont alimenter les caisses de l'Union africaine, au lieu d'aller de toucher les rétrocommissions à travers des mécanismes de corruption auprès de la France, auprès des États-Unis, auprès de la Grande-Bretagne. Parce que c'est ce que ces gens-là reversent à l'Union africaine, ces ressources sont tirées justement du pillage de nos ressources. Je crois que encore que l'Union africaine, si je vais dans mon village, là-bas à Bikop, je demande à un cousin, à un parent villageois, ben écoute, l'Union africaine, ça te dit quelque chose? Je suis sûr qu'il me dira qu'il ne sait même pas de quoi il s'agit, parce que déjà l'Union africaine n'est même pas connue en Afrique. Les Africains, la majorité des Africains ne savent même pas à quoi elle sert et si elle existe, parce que justement, elle est amorphe. Elle ne nous sert à rien dans sa structuration actuelle. L'Union africaine ne nous sert à rien. C'est pour ça que même les dirigeants de l'Union africaine, les présidents de la Commission de l'Union africaine et tout ça, ils font tout pour ne pas trop communiquer parce qu'eux-mêmes savent que c'est un machin qui ne sert à rien et qui n'apporte rien au continent. Quand bien même elle prend position sous des ordres de l'Empire français, dans des pays occidentaux. Donc je pense que il faut simplement que de plus en plus, à travers le travail que nous abattons, que beaucoup d'Africains se rallient à notre idéal, c'est-à-dire le panafricanisme, un panafricanisme positif, et qu'à terme, cela puisse susciter des vocations pour qu'un nouveau leadership puisse naître en Afrique, afin que nous soyons, que l'Afrique ait à sa tête des dirigeants qu'il mérite, ou alors des dirigeants qui croient en elle, et non des dirigeants qui sont là pour piller nos ressources naturelles en complicité avec l'Empire français. On nous avait signalé tout à l'heure, peut-être pour tenter une dernière, nous voulons savoir, est-ce que Ismaël Taoko est toujours connecté? Oui, je suis là. Voilà, Ismaël, on espère quand même pour que vous puissiez du moins donner votre mot. Nous sommes en train de sortir de cette émission. Il nous manque 5 minutes de cela. Vraiment, si la connexion peut nous aider, on voudrait que vous nous donniez, ne serait-ce qu'en quelques 2 minutes, vraiment, votre regard sur la position de l'Afrique vis-à-vis de la géopolitique mondiale, au regard notamment de ce discours de Macky Sall. On espère que ça pourrait être possible. Sinon, on s'en voudrait énormément. Oui. Je l'espère vraiment. Je l'espère également. Je disais tantôt que vu que le G20 est considéré comme l'un des plus grands rassemblements de décisions économiques et politiques sur le monde, les pays membres sont les pays les plus industrialisés du monde. Du coup, ils ont
À eux, ils ont plus de 75% du commerce mondial. Ils prennent des décisions qui touchent directement, qui impactent sur plus de 60% de la population mondiale. Ils sont plus de 50% du PNB mondial. Avec ces données quand même très importantes, c'est déplorable que pour tout un continent, il n'y a qu'un seul pays, en l'occurrence l'Afrique du Sud, qui jusque-là est membre permanent. On ne peut pas passer à sa continent africain. Pourtant, notre continent est invité permanent. On nous invite pour venir Ah, malheureusement, vraiment, il y a des choses, Ismaël, à pouvoir échanger avec vous. Espérons certainement peut-être qu'une prochaine fois, on pourra aller pour le mieux et qu'on pourra l'avoir parce que nous sommes arrivés au terme de ce rendez-vous. Juste en sortant, bien entendu, pour évoquer un élément que vous avez souligné tout à l'heure, une anecdote qui pourrait déranger les uns et les autres EDP. Il y a pratiquement 2 ans, j'ai préparé un séminaire de la transformation de ce qu'on appelle le poivre blanc. Vous savez qu'au Cameroun, il y a quand même un label qu'on a appelé que le poivre blanc de Pindia sur la route, la nationale numéro 5, entre notamment le littoral et l'ouest du Cameroun. Et il nous avait été dit, lorsque nous prenons part à ce séminaire pour nous qui avons fait le déplacement, que une tonne de poivre blanc sur le marché mondial, le véritable marché mondial, c'est 50 millions de francs CFA. Mais quand on regarde, par exemple, au Cameroun, pour ceux qui en produisent, c'est un problème. Les uns et les autres, parfois, se limitent à faire, quand ils peuvent faire beaucoup, peut-être 10 tonnes, et le prix est tellement revu à la baisse, mais de manière très, très dérisoire. On a tenté de comprendre comment est-ce que l'État ne pouvait pas clairement essayer d'ouvrir une certaine voie ou un chantier là-dessus pour booster l'économie. Parce que pour arriver notamment à cultiver du poivre blanc, ce sont des boutures qui ont pratiquement tout simplement une durée de 6 mois. Il faudrait trouver des terres arables qui peuvent recueillir de l'eau et qu'on fait comme des sortes de jachères où on fait des rigoles, de manière qu'on plante un peu du riz et vous les plantez, au bout de 8 mois, vous commencez à avoir les premières productions. Mais malheureusement, à l'échelle mondiale, le poivre qui est présenté, il vient parfois du Vietnam, du Cambodge, et ils n'ont pas un poivre de qualité que le Cameroun possède, et ils s'ajugent les meilleurs prix. Cette affaire, jusqu'à présent, me fait toujours travailler l'esprit, elle fait de comprendre qu'il y a un nombre de pertes que l'Afrique a, alors qu'il y a de la valeur marchande, de la valeur économique, mais que parfois, ce potentiel-là, mais qui malheureusement ne se retrouve pas encadré. Quand on regarde ne serait-ce que ce label du poivre blanc de Pindia, normalement, les populations qui vivraient de ce côté devraient être des populations anti-pénards, quand on sait que la culture aujourd'hui devrait prendre une certaine place au Cameroun pour ne plus forcément appartenir à un bureau. Donc, ça devient en même temps une sorte de coup de gueule qui est lancé ce matin et puis qui pourrait choquer les uns et les autres. Vous imaginez où est-ce que les cultivateurs pourront en être. DP, je vous dis merci de nous avoir assisté pour cet autre rendez-vous. Tu me permets quand même d'ajouter quelque chose dans la foulée de ton propos, mais vous savez, ce que ça, il faut le savoir, il faut le décrier et le rappeler à nos téléspectateurs et téléauditeurs que le droit de nos pays est totalement tributaire des injonctions de la Banque mondiale et du FMI. Dans les années 1990, lors de la mévente artificielle des produits de première nécessité, des produits dans le cacao, le café et autres, même le pétrole, il a été demandé depuis lors, imposé aux pays africains de se désengager des secteurs de production. Or, ce sont des secteurs de production qui créent des richesses. Et les pays comme la Chine ont demandé au FMI d'aller voir ailleurs et tout. Mais l'Afrique a subi cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Afrique est incapable de prendre en main son destin. Parce que toute l'aide du FMI est conditionnée par le respect de ces termes, dans certains cahiers de charges qui vous empêchent même d'être souverain. Quand vous parlez du cas du poivre de Pindia, le poivre de Pindia est comme le miel d'Oku. C'est des labels qu'on ne trouve qu'au Cameroun. Parce que c'est la nature qui a voulu ici. Il y a un miel Oku qui est un miel blanc, il n'y a qu'au Cameroun qu'on trouve le miel blanc. Il y a même autre chose, on appelle les grenouilles Goliath. Il y a des grenouilles Goliath dans l'Oncam.
Il y a qu'au Cameroun, on trouve une variété de grenouilles Goliath dont le kilo peut coûter 100 000 francs, 100 ou 100 000 francs, c'est pire. Il peut coûter 200 000 francs au Japon. Mais ce n'est pas, on n'arrive pas, l'État n'arrive donc pas à booster ces produits-là parce que le FMI leur interdit de justement, leur impose de se désengager du secteur de production et l'initiative privée est restée trop marchande. C'est-à-dire, les gens veulent acheter et vendre, se faire leurs bénéfices, bricoler un peu. Les gens ne sont pas à l'industrialisation. Et même quand s'il fallait parler d'industrialisation, il aurait fallu que l'État aussi s'y implique. Parce que c'est l'État qui doit construire, qui doit mettre en place un certain nombre d'outils. Par exemple, l'accès à l'électricité. Un pays ne peut pas se développer s'il n'y a pas d'électricité. Un pays comme le Cameroun qui compte 58 départements qui ont tous les noms de cours d'eau est paradoxalement un pays où à peine 20% de la population dispose d'un branchement électrique parce que ça n'existe, parce qu'il n'y a pas assez d'énergie disponible. Pourtant, le potentiel est là, il est énorme. Il est extrêmement énorme. Mais bon, vous comprenez que c'est... Généralement, moi, je pense que tout ceci dépend de la vision de ceux qui sont à la tête de nos États. Quand je me plais souvent à prendre le cas d'un pays comme le Botswana, qui a décidé de transformer tout son diamant en produit fini et de le vendre sur place. Aujourd'hui, le Botswana a le même niveau de vie que le Portugal. Parce qu'ils ont décidé de transformer une matière première. On peut aussi faire la même chose partout en Afrique. Mais c'est une question de volonté politique et d'épaisseur idéologique. Voilà, merci à vous pour votre participation. Merci également à Ismaël Taoko, le catalyseur. Malheureusement, la connexion ne nous a pas permis. On espère qu'une autre fois sera meilleure. Aussi, remerciement à Carmen Nana qui est passé, mais également pour les mêmes conditions. On n'a pas pu avoir d'échange avec vous. Et un autre merci du côté de la réalisation qui portait la signature ce matin d'Abolo Patrick. Mesdames et messieurs, on aura le plaisir de se retrouver pour un autre rendez-vous de votre avis-quand, sinon d'autres choses sur ces antennes. Le monde bouge d'Afrique aussi, figurez-vous que nous aussi, prenez rendez-vous derrière. On remue l'actu, Emamoto et son équipe, Kwechu, Kunalida, ainsi que Kumabité viendront pour le rendez-vous. Nous souhaitons